Émilie, maintenant. Émilie, ma chère, est la dernière qui va prendre la parole aujourd'hui. Je lui donne tout de suite le micro. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie et je vais vous présenter une étude qualitative qui s'inscrit dans le master que je viens de terminer à l'école médecine tropicale de Liverpool. Et il s'agit de mettre en place des alliances thérapeutiques entre les travailleurs de la santé et ceux qui s'occupent des enfants au sein des unités de réhabilitation nutritionnelle. Cette étude a été conduite au Malawi. Et l'idée, c'est que les enfants mal nourris ne sont pas tous les mêmes. Vous avez une forte proportion d'enfants qui est traité à la maison en tant que patient externe et qui s'en sort bien comme ça. Mais pour les cas les plus compliqués, graves, à cause de conditions de pathologies sous-jacentes ou de mes complications médicales, eh bien, vous avez un groupe au taux de décès très élevé et là, on peut faire encore beaucoup mieux. On a mentionné déjà un certain nombre de fois l'importance des parents dans ce modèle et c'est particulièrement vrai lorsque vous hospitalisez un patient en nutrition parce que c'est les parents qui vont laver l'enfant, surveiller son alimentation. Ils ont un rôle important. Et ce qui est surprenant, c'est que nous savons très peu de choses sur ce qu'ils pensent. Leurs impressions sur ce que nous faisons. Est-ce qu'ils croient dans ce que nous faisons, notre capacité à soigner, guérir leur enfant? Et c'est important quand on essaie de comprendre ce qu'est la malnutrition, parce que les protocoles actuellement reposent sur justement notre compréhension de la malnutrition comme combinaison d'un manque de ressources, de pauvreté, manque d'accès aux services de santé, infections répétées, alimentation insuffisante, etc. Mais dans certaines communautés comme au Malawi, des études ont été faites qui montrent que les convictions de ces communautés peuvent différer radicalement de celles des professionnels. Et donc, il nous est paru essentiel de mieux comprendre ce que pensent les parents, de mieux communiquer avec les parents, améliorer cette relation thérapeutique qui est mise en place pendant ces longs séjours à l'hôpital. Et nous avons commencé par l'exploration des différences qui existent entre leur perception des causes de la malnutrition et l'efficacité de sa prise en charge entre les parents, donc, et les professionnels de la santé. L'étude a été conduite au sein de l'unité Moyo du Queen Elizabeth Central Hospital, qui est assez connu, à Blantyre, au Malawi. C'est l'hôpital principal pour toutes les régions du Malawi. Et nous avons conduit des discussions en groupe, donc de discussions avec deux groupes, observer les travailleurs médicaux, ceux qui s'occupent des enfants, surtout les femmes, avec donc, une observation de ces groupes. Et bon, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais la première chose à noter, c'est l'importance des convictions dans l'esprit des parents. La pauvreté, le manque de ressources, les pratiques alimentaires insuffisantes. Elles en ont conscience. Mais elles pensent que cet état de fait est dû à une punition de Dieu qu'ils ont méritée. Et puis, dans certaines régions d'Afrique et surtout au Malawi, le fait est que le parent doit suivre une période d'abstinence après la naissance d'un enfant. Alors, s'ils ont des rapports pendant cette période ou en dehors du mariage, eh bien, ils estiment que cela aussi joue un rôle. Et il y a bien sûr une stigmatisation qui est liée à cela. Et vous imaginez bien les conséquences quand il s'agit ensuite de s'occuper d'un enfant souffrant de malnutrition. Donc, le personnel savait quelle était l'importance de ces convictions religieuses. Mais il y avait une sorte de déni à l'hôpital.
En arrivant à l'hôpital, on s'attendait à ce que les gens parlent sérieusement. Mais le fait est que cela venait saper la communication et la confiance mutuelle dès le départ et contribuait à instaurer une sorte de concurrence et un manque de confiance vis-à-vis de la médecine moderne. Ce qui est aussi intéressant et qui peut s'appliquer à beaucoup d'endroits, je pense, c'est la concurrence entre information et éducation. On met beaucoup l'accent sur l'éducation, sur les pratiques alimentaires, pratiques d'hygiène. Ceux qui s'occupent des enfants ont conscience de l'importance de cela. Ils apprécient beaucoup. Elles veulent mettre en pratique ces pratiques, utiliser ces pratiques. Mais lorsqu'on leur demande des informations médicales sur l'état de leur enfant, ils ne savent rien. Parce qu'on oublie de leur parler de la pneumonie, des antibiotiques, ce genre de choses. Et quand on leur donnait pourtant ces informations, ils les comprenaient bien et ils en réclamaient d'autres. Mais on oubliait souvent de leur parler de cela. Et je pense que ce sont des tendances-là qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, c'est important de le souligner. Dernier point. Les questions sur la participation des parents à la prise en charge du patient. Tout le monde était d'accord sur l'importance de la participation des parents, l'impact sur la qualité des soins, même si parfois ce n'était pas évident pour les parents. Mais si on demandait aux parents quelle était leur capacité à participer aux décisions, dans ce cas-là, il y avait des réactions intéressantes. Et bon, la question était posée aux deux, les parents et les professionnels. Alors, les parents vous disaient non, on n'est pas compétente. Mais quelques mères quand même donnaient des exemples intéressants de décisions tout à fait réalistes, telles que l'utilisation des tubes, et où elles avaient été très actives. On les avait écoutées, elles avaient vraiment beaucoup d'efficacité sur l'évolution du patient. Et il apparaît donc qu'on peut vraiment utiliser les mères comme guides et qu'il faut les impliquer dans le processus décisionnel. Bon, même si j'étais extérieure à ce travail, même si je travaille au Malawi et que nous cherchons toujours à valider nos résultats avec l'équipe, pour moi, les limites à cette étude, ça a été son caractère, le fait de pouvoir la généraliser ou pas, l'élargir. Donc, il y a des choses qui sont liées à la langue et à la culture, mais d'autres choses qui peuvent être appliquées ailleurs quand même. Alors, nous avons essayé de produire un cadre conceptuel pour essayer de modéliser cette relation entre les professionnels de la santé et les parents pendant ce genre de séjour à l'hôpital. Il y a deux choses que je voudrais souligner ici. D'abord, d'un côté, l'environnement exerce un impact énorme. Les questions sexuelles, de pouvoir des hommes par rapport aux femmes, les normes culturelles et sociales. Mais avant tout, on traite quand même avec des individus. Et tous les parents n'ont pas la même perception, les mêmes convictions religieuses, les mêmes personnalités, les mêmes aptitudes. Et donc, il faut adapter notre intervention à ses besoins. Deuxième chose qui semble rudimentaire, l'état de l'enfant a un impact énorme sur le niveau de satisfaction des parents. Son degré de gravité, son évolution, bonne ou pas, le type de soins, prélèvement sanguin par exemple, qui peut faire peur. Mais il y en a qui, par contre, n'ont pas peur de l'oxygène. Alors il faut tenir compte de tout cela. Et ça paraît évident, mais on oublie souvent quand même de tenir compte de tout cela. Je pourrais vous en dire encore beaucoup, mais malheureusement, je vais devoir m'arrêter. Et je crois de nouveau que les parents sont nos alliés, pas nos ennemis. C'est comme ça qu'on pourra prodiguer des soins de meilleure qualité. Merci de votre attention. Thank you very much, Emily. Merci beaucoup, Émilie. Parfois, ce sont les choses les plus évidentes qu'il faut réitérer. Y a-t-il des questions dans la salle? Avez-vous vu, observé des exemples de maltraitement des enfants? Est-ce que cette malnutrition pouvait être due au fait qu'on ne nourrisse pas les enfants? Parce que moi, j'ai vu ça dans certains pays.
Non, je n'ai pas vu ça. Mais ça ne veut rien dire, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas aller à l'hôpital de la Reine Elisabeth si on n'a pas été envoyé par un centre de santé ailleurs. Donc ce n'était pas un centre de réhabilitation nutritionnelle habituel. On avait des patients très malades, fortement séropositifs, et juste des très malades, malades de maladie et pas de mauvais traitements. At the Global Health Institution here in Karolinska. Ici, au Karolinska, ce type de recherche qualitative nous intéresse beaucoup. Est-ce que vous allez la publier? Oui. Je viens de la terminer il y a quelques semaines. Donc, mais oui, j'espère bien que ce sera publié. Merci. Merci. Je ne suis pas en train de dire que je suis experte de recherche qualitative. C'est la première fois que je le fais. Mais c'est intéressant et c'est incroyable de voir la quantité d'informations qu'on obtient et les enseignements qu'on peut tirer quand on arrive à partager tout cela. Et d'ailleurs, en faisant cela, ça permettra d'améliorer la qualité des soins fournis, plus généralement. Et suite à cela, tout à fait, je suis convaincue que c'est tout à fait bénéfique plus globalement dans le monde. Alors, Émilie, je vous ai mal présenté. Émilie a travaillé pour MSF dans plusieurs missions. Je suis désolée de l'avoir oublié. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir respecté les temps. Merci, Émilie. Et merci aux personnes qui ont posé des questions.